Quatrième partie, bonheur et satisfaction. Le bonheur et la satisfaction, quelle valeur attribuer au bien-être? Le bonheur et la satisfaction, quelle valeur attribuer au bien-être? Et Roméo avait une question. Et du coup, vous avez dit que Alain il disait que fallait qu'on soit heureux pour rendre les autres heureux. Oui, d'une certaine manière. Mais du coup, dans ce cas-là, pourquoi tout le monde n'est pas heureux? Alors, donc la question de Roméo pour le micro, c'est que, au fond, on peut se demander pourquoi tout le monde ne serait pas heureux. Eh bien, précisément parce que le monde manque d'individus vertueux. C'est-à-dire qu'il est quand même plus facile de prendre le parti de se complaire dans le malheur que de prendre le parti contraire et de tenir cette promesse, ce serment de tout faire pour être heureux. C'est bien plus difficile de résister au malheur que de se laisser dévorer par lui. C'est aussi simple que ça. C'était c'est un problème d'acrasie, c'est un problème de faiblesse de la volonté, qui est un problème classique, mais qu'on qu'on retrouve chez plein de philosophes, notamment chez Aristote d'ailleurs. Mais c'est un problème qui ici n'est pas posé par Alain, mais on pourrait répondre comme ça à cette objection. Donc grand 4, le bonheur et la satisfaction, quelle valeur attribuer au bien-être? On va lire un texte de John Stuart Mill, auteur que nous avons déjà rencontré lorsque je vous avais fait faire une introduction sur le chapitre 2 de la liberté. C'était un texte qui portait sur l'utilité politique et scientifique de la liberté d'expression. Et ici, il s'agit du chapitre 2 de l'utilitarisme. Angèle, en SES, vous avez vu l'utilitarisme en SES. Alors, quelle partie? Vous avez vu ce que c'était que l'utilitarisme de manière générale ou un texte en particulier de John Stuart Mill? En général, ok. Bah effectivement, il y a toute une partie de l'utilitarisme anglo-saxon, notamment dans sa version benthamienne, qui va vraiment avoir des applications économiques. Des applications économiques pas forcément très sympathiques d'ailleurs. Ouais, alors en fait, la position que je vais défendre, c'est précisément que il est très difficile de déduire une politique particulière de l'utilitarisme, en particulier l'utilitarisme tel qu'il va se déployer chez Mill. On peut tirer de l'utilitarisme des politiques radicalement opposées. Radicalement opposées. Autrement dit, le même argument peut servir bizarrement à défendre des thèses très différentes, voire antagonistes. Alors, ce que je vous propose, c'est de lire ce texte au fur et à mesure, de l'expliquer au fur et à mesure. Donc, soyez prêts pour la prise de notes. Peu de créatures humaines accepteraient d'être changées en animaux inférieurs sur la promesse de la plus large ration de plaisir des bêtes. Aucun être humain intelligent ne consentirait à être un imbécile, aucun homme instruit à être un ignorant, aucun homme ayant du cœur et une conscience à être égoïste et vil, même s'ils avaient la conviction que l'imbécile, l'ignorant ou le gredin sont, avec leur lot respectif, plus complètement satisfaits qu'eux-mêmes avec le leur. Ils ne voudraient pas échanger ce qu'ils possèdent de plus qu'eux contre la satisfaction la plus complète de tous les désirs qui leur sont communs. Alors, je m'arrête ici. Dans ce texte de Mill, donc le chapitre 2 de ce qu'est, enfin de l'utilitarisme, qui s'intitule Ce qu'est l'utilitarisme, dans ce texte, Mill affirme il y a trop de bruit et ça me dérange. Mill affirme que aucun être
dotés de capacités ou de vertus supérieures n'accepteraient d'être changés en, en êtres ou en créatures inférieures, y compris et peut-être même surtout si il avait l'assurance de voir ses désirs matériels mieux satisfaits. Alors, est-ce que ce passage du texte vous rappelle quelque chose? Est-ce qu'il y a un souvenir littéraire qui peut vous venir ici? L'idée d'être transformé en une créature de rang inférieur contre, en fait, la promesse de voir ses désirs animaux mieux satisfaits ou plus satisfaits. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ouais. La ferme des animaux, non. Oui. Mais on est avec le bon animal. Quelqu'un qui transforme des êtres humains en certains animaux, en l'occurrence des cochons. Alors le voyage de Chihiro, pour des raisons évidentes, Mille ne pouvait pas y penser. Non, c'est forcément littéraire, c'est même totalement littéraire, c'est l'Odyssée d'Ulysse. Alors, dans l'Odyssée, il y a un célèbre passage où Ulysse et ses compagnons débarquent sur une île. Ils sont déjà bien entamés, on va dire. Ils sont déjà bien éprouvés par le malheur, puisque ils viennent d'échapper au Cyclope. Et ils se retrouvent sur l'île de Circé. Circé qui est une magicienne qui va transformer d'un coup de baguette magique, hein, d'un coup de bâton, les compagnons d'Ulysse en porcs. Et l'idée de Mille, ici, alors il y a une page très très belle de l'Odyssée où Ulysse arrive à reconnaître le regard de ses compagnons qui, bien que ayant une forme animale, gardent la conscience de ce qu'ils étaient. Et au fond, ce que dit Mill, c'est que, et c'est probablement la raison de cette analogie, c'est que même un naufragé qui a vu ses compagnons dévorés par un cyclope préférerait rester humain plutôt que d'être transformé en cochon, y compris en cochon grassement nourri. Okay. La question c'est pourquoi? Pourquoi préférerions-nous en fait rester insatisfait mais intelligent, cultivé et honnête plutôt que satisfait mais ignorant, inculte et malhonnête. Donc je poursuis la lecture du texte. S'ils s'imaginent qu'ils le voudraient, c'est seulement dans des cas d'infortune si extrême que, pour y échapper, ils échangeraient leur sort pour presque n'importe quel autre.
si indésirable qu'il fût à leurs propres yeux. Un être pourvu de facultés supérieures demande plus pour être heureux, est probablement exposé à souffrir de façon plus aiguë et offre certainement à la souffrance plus de points vulnérables qu'un être de type inférieur. Mais, en dépit de ces risques, il ne peut jamais souhaiter réellement tomber à un niveau d'existence qu'il sent inférieur. Croire qu'en manifestant une telle préférence, on sacrifie quelque chose de son bonheur, croire que l'être supérieur, dans des circonstances qui seraient équivalentes à tous égards pour l'un et pour l'autre, n'est pas plus heureux que l'être inférieur, c'est confondre les deux idées très différentes de bonheur et de satisfaction. Incontestablement, l'être dont les facultés de jouissance sont d'ordre inférieur a les plus grandes chances de les voir pleinement satisfaites, tandis qu'un être d'aspirations élevées sentira toujours que le bonheur qu'il peut viser, quel qu'il soit, le monde étant fait comme il est un bonheur imparfait. Mais il peut apprendre à surmonter ce qu'il y a d'imperfection dans ce bonheur, pour peu que celle-ci soit supportable, et elles ne le rendront pas jaloux d'un être qui, à la vérité, ignore ses imperfections, mais ne les ignore que parce qu'il ne soupçonne aucunement le bien auquel ces imperfections sont attachées. Alors, j'analyse ce texte. Mill nous dit que il y a des situations de détresse extrême dans lesquelles nous préférerions, effectivement, ou plutôt nous imaginerions préférer être transformés en porc et être plus satisfaits de notre sort que de rester nous-mêmes et donc nous exposer à l'insatisfaction et à la souffrance. Mais précisément, ce sont des situations de détresse extrême. En fait, je me demande si on ne peut pas concevoir la dépression comme une telle situation, ou plutôt comme voilà, le conditionnement psychologique face à une telle situation. Je me souviens que lorsque j'étais prof à Châteautroux, j'y suis resté 3 ans quand même, et que je commençais à être déprimé, j'ai compris que j'étais en dépression lorsque ce qui m'aurait affecté au début ne m'affectait absolument plus. Autrement dit, je m'étais transformé en plante verte, en être qui s'était insensibilisé à l'insatisfaction. Et en fait, j'étais devenu cette créature inférieure, alors pas ce porc quand même, mais c'était plutôt de l'ordre du végétal que de l'animal, en fait, ce que j'étais devenu. Et finalement, cette situation me semblait préférable à la situation de quelqu'un qui, effectivement, peut être exposé à davantage d'insatisfaction et de souffrance. Mais je reviendrai précisément à cette situation, parce elle est le propre, euh, elle est le propre de l'être humain. De pouvoir faire cette comparaison, c'est c'est justement pouvoir être humain. Donc, Mill nous dit que un être pourvu de facultés supérieures, alors relativement supérieures, va forcément demander plus et demander mieux, exiger davantage pour être satisfait qu'un être dont les facultés sont inférieures. Plus un être voit ses facultés se développer, voit sa culture s'étendre et sa sensibilité s'affiner, plus il va être difficile de le satisfaire. Plus il va être même difficile pour lui d'être satisfait.
Oui, En gros, c'est un peu choisir d'être intelligent mais malheureux ou bête et heureux. c'est un petit peu ça. Ok. C'est en fait un argument qu'on trouvait déjà chez Kant. Kant nous disait, bah effectivement, les lumières, hein, la culture, l'intelligence, la pertinence, le caractère acéré du jugement, ce n'est pas forcément les meilleurs, ce ne sont pas forcément des atouts pour être heureux. Alors, justement, ça c'est la nuance que Mill introduit par rapport à Kant. Mill ne dit pas ce ne sont pas des atouts pour être heureux, Mill dit ce ne sont pas des atouts pour être satisfait. Pourquoi le dit-il? Parce qu'il va distinguer l'idée du bonheur et on pourrait dire le concept de satisfaction pour parler comme Kant. Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour Mill? Le bonheur ici est vu comme un maximum de bien-être auquel on peut prétendre. Autrement dit, le bonheur est une exigence, c'est une visée, c'est un but. Le bonheur c'est quoi? Ok, écoutez-moi quand même. Donc, le bonheur n'est pas de l'ordre de l'être brut, il est de l'ordre du devoir-être, de ce qu'il faut viser. Roméo, vous levez la main? Oui. Mais du coup, pour lui, le bonheur, c'est le matérialisme. Non, justement. C'est le bien-être. Alors, il peut y avoir quelque chose de l'ordre du bien-être spirituel, par exemple. Je reviens là-dessus tout de suite, en fait. Alors que la satisfaction, elle, c'est le caractère suffisant qui est lié à une quantité de plaisir. Un plaisir qui est strictement quantifiable. Autrement dit, je suis satisfait lorsqu'on m'a donné ma ration de bien-être, de plaisir quantifiable. Par exemple, lorsque j'ai suffisamment mangé. Mais le bonheur, c'est l'exigence d'un plaisir qui n'est pas strictement quantitatif, mais qui est au contraire qualitatif. Et là, ce plaisir qualitatif, il se trouve avant tout, je prends votre question tout de suite après Antoine, le plaisir qualitatif, il se trouve avant tout dans un plaisir spirituel ou intellectuel. Pas dans le plaisir de la chair, mais dans le plaisir de l'esprit. Ouais. Donc bonheur et satisfaction sont incompatibles. Non, bonheur et satisfaction ne sont pas incompatibles. La satisfaction fait partie en fait du bonheur. On ne pourrait pas être pleinement heureux si nos besoins corporels n'étaient pas satisfaits. C'est-à-dire que bon, on laisse un prisonnier avec, je ne sais pas moi, la recherche du temps perdu. On laisse un prisonnier lettré avec la recherche du temps perdu, mais rien à manger, rien à boire. On ne pourra pas dire qu'au bout d'un moment, enfin au bout de 3 jours, il n'est plus heureux puisqu'il est mort. Hein. Donc c'est évidemment qu'il faut pouvoir être satisfait quand même pour pouvoir être heureux. En tout cas, satisfait de manière minimale. Mais le bonheur, c'est plus que cela. Le bonheur vise une qualité que la satisfaction par les plaisirs, la satisfaction de la chair par les plaisirs matériels ne peut pas atteindre et ne pourra jamais atteindre, ne pourra jamais prétendre, à laquelle donc cette satisfaction ne pourra jamais prétendre. Autrement dit, plus nos facultés sont développées, moins, et Mill est lucide là-dessus, moins notre bonheur sera parfait. C'est-à-dire que nous aurons
Et Mill dit le monde étant fait comme il est, c'est-à-dire décevant. Donc, plus nos facultés sont développées, moins le bonheur que nous pourrons viser sera parfait, mais plus il sera élevé, en fait. Élevé Élevé dans quel sens? dans le sens intellectuel, spirituel, mais aussi tout simplement le bonheur de quelqu'un de sensible, d'intelligent et de cultivé, même si il ne sera jamais totalement atteint, ça vaudra toujours mieux en fait que le bonheur d'un abruti malhonnête et inculte. Ouais. Donc, en gros, vous êtes en train de dire, enfin, Bill est en train de dire que le bonheur vaut mieux être malheureux, mais avec des facultés plus développées que heureux, mais bête. Non. Ce que Mill dit, c'est que si on a des facultés extrêmement développées, on ne pourra jamais atteindre le bonheur idéal que nos facultés peuvent prétendre atteindre. Donc on aura beaucoup de peine à être satisfait, c'est-à-dire effectivement d'en avoir assez pour pleinement atteindre ce bonheur. Mais le bonheur n'est pas la satisfaction, le bonheur c'est précisément cette exigence d'aller jusqu'au point où nos facultés peuvent le permettre. Et en ce sens, même si mon verre sera toujours à moitié plein ou un tiers plein à un tiers, ce tiers ou cette moitié ira toujours plus loin que le dé à coudre dont se contentera l'imbécile, le gredin, etc., etc. Donc en gros, si vous voulez, on peut vraiment se représenter ça sous une forme quantifiable. Imaginons, je ne sais pas moi, ici Cyril Hanouna, et là, un être dont les facultés seraient supérieures à Cyril Hanouna, c'est-à-dire à peu près n'importe qui d'autre, mais imaginons, je ne sais pas moi, Jacqueline de Romilly ou Mozart. En fait, mon petit Cyril, il n'aura aucun mal à remplir complètement sa timbale. Ok. Pour des gens extrêmement sensibles, cultivés, intelligents, ça sera bien si déjà ils atteignent ce niveau-là. Mais ça sera toujours mieux, en fait, que ce petit dé à coudre, que cette petite timbale. C'est ça l'argument de Mill. Il vaut mieux être insatisfait, c'est-à-dire ne pas atteindre complètement l'idéal de bonheur qu'on peut se fixer, que de l'atteindre complètement en étant au ras des pâquerettes. Donc je poursuis la lecture du texte qui est limpide. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile ou qu'un Cyril Hanouna satisfait. Et si l'imbécile ou le porc sont d'un avis différent, parce qu'ils sont toujours d'un avis différent, alors le porc, est-ce qu'il pourrait vraiment être d'un avis différent? Et si l'imbécile ou le porc sont d'un avis différent, c'est qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question, le leur. L'autre partie, pour faire la comparaison, connaît les deux côtés. Alors là, on va vers quelque chose qui va s'avérer être le cœur du problème politique de l'utilitarisme. Mill nous dit qu'effectivement, il vaut mieux, hein, vous vous rappelez, il vaut mieux être Ulysse qui n'a pas été transformé par Circé que les compagnons d'Ulysse qui ont été transformés par Circé. Il vaut mieux être un être humain qu'un porc, il vaut mieux être intelligent qu'un imbécile, il vaut mieux être Socrate, au fond, que n'importe qui d'autre. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Mais Mill nous dit, eh bien, les imbéciles sont toujours d'un autre avis. Les imbéciles, parce qu'ils sont contents d'eux,
affirment qu'il vaut mieux être ce qu'ils sont. Mais Mill va nous dire, c'est parce qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question, le leur. Autrement dit, seul l'individu dont les facultés sont supérieures peut juger adéquatement de ce que vaut le bien-être. Parce que non seulement il sait ce que c'est que de vivre comme un porc, mais il sait ce que c'est que de vivre autrement qu'un porc. Alors que le porc ne sait vivre que comme un porc. Il ne connaît que son côté de la question. Alors qu'un être dont les facultés sont supérieures connaîtra les deux côtés de la question. Celui du porc et le sien. Oui. Mais l'individu aux facultés supérieures, du coup, il sait ce que c'est que, il voit l'autre côté, Oui. mais il n'arrive peut-être pas à se représenter la manière dont l'autre côté pense, la manière spirituelle. Bah, c'est effectivement, on pourrait se le dire, mais en fait, Mill pense le contraire, parce que Mill pense qu'effectivement, un être dont les facultés sont supérieures est capable de, non seulement, mais il n'a même pas besoin de s'imaginer, il sait ce que c'est, en fait, que de désirer moins, de pouvoir désirer moins, de pouvoir ressentir moins, de pouvoir penser moins. Simplement, lui, il peut penser plus. Donc l'argument de Mill, c'est qu'il peut le plus, peut le moins. C'est un argument qui est contestable, effectivement. C'est-à-dire qu'on peut se dire, effectivement, est-ce que quelqu'un dont les facultés sont supérieures peut vraiment se représenter ce que c'est que d'être un animal. Ce qui est certain, c'est que, à mon avis, quand même, si on est honnête avec Mill, ça sera toujours beaucoup moins difficile que l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain qu'un porc puisse se représenter ce que c'est qu'un être humain. En revanche, ce que ça fait d'être un être humain. Et il n'est pas certain qu'un imbécile puisse se représenter ce que c'est que d'être supérieurement intelligent. L'inverse semble plus probable, en vertu de l'argument qui peut le plus, peut le moins. Okay. Alors, en fait, si je veux être vraiment rigoureux, moi j'ai un problème avec il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. J'ai un peu moins de problème avec il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Pourquoi? Parce que ici, on pourrait se dire que l'homme insatisfait, il a un corps, il a une chair, et donc il sait ce que c'est que les plaisirs de la chair. Donc, effectivement, il pourrait s'imaginer ce que c'est que de vivre comme un porc, bah, ça serait simplement vivre dans les plaisirs de la chair et ne pas voir au-delà des plaisirs du corps, donc se détourner complètement des plaisirs intellectuels ou spirituels. Mais, effectivement, on peut se demander si un être véritablement intelligent peut se représenter ce que ça fait que d'être moins intelligent. Et là, c'est pas tout à fait la même situation. Autrement dit, l'analogie que Mill déploie entre, d'une part, l'homme insatisfait, le porc satisfait, le Socrate insatisfait et l'imbécile satisfait, on peut se demander s'il tient complètement, parce qu'il y a une différence de nature entre l'homme et le porc. Il n'y a pas forcément une différence de nature entre Socrate et un imbécile, et pourtant, on peut se demander si c'est pas plus facile pour nous de nous représenter ce que c'est qu'un porc que de nous représenter ce que c'est qu'un véritable imbécile. C'est très difficile. Plus difficile en tout cas. Alors, j'en viens au problème politique que j'avais esquissé à la fin de cette remarque. La grande difficulté qui va se poser pour l'utilitarisme, c'est finalement le contenu politique
qu'on peut en tirer. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il est très difficile de donner un contenu précis à une politique utilitariste. En fait, il y a deux auteurs principaux de ce courant de pensée au XIXe siècle. Un homme qui s'appelle Jeremy Bentham, B-E-N-T-H-A-M, et John Stuart Mill. Le premier a été le maître à penser du second, c'était un ami, Bentham était un ami du père de Mill, et donc Bentham a véritablement eu une influence intellectuelle très importante sur Mill, qui a en fait repris la doctrine philosophique de Bentham, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas eu du tout les mêmes positions politiques. Autrement dit, le même argument va servir à défendre des thèses politiques, des options politiques radicalement différentes. Et la question est de savoir pourquoi. Et mon hypothèse, c'est que il n'y a pas de cohérence philosophique, il n'y a pas de consistance philosophique suffisante dans l'utilitarisme pour permettre une politique précise. Parce que la rationalité utilitariste est d'ordre différent que la rationalité kantienne dans le domaine de la pratique. Donc c'est cette idée-là que je voudrais déployer. Donc, qu'est-ce que l'utilitarisme dans ses principes? L'utilitarisme, c'est la doctrine qui consiste à dire qu'un acte moral, ça c'est le premier point, une action morale ne doit pas être évaluée à l'aune de ses intentions, en fonction de l'intention de l'action, mais en fonction de ses conséquences. Oui, oui. Pour l'utilitarisme, qu'on appelle à juste titre de ce point de vue-là un conséquentialisme, la valeur morale d'une action ne doit pas être évaluée en fonction de l'intention de l'acte, mais en fonction de ses effets. Un exemple qui peut servir à illustrer cela, c'est, alors si on prenait le personnage un petit peu au sérieux pour ne pas le rendre vraiment sympathique, c'est le personnage de la célèbre série télé House, qui est un énorme salopard, dont les pratiques ne sont pas du tout éthiques, et qui pourtant, malgré ses mauvaises intentions, qui sont strictement égoïstes, c'est un génie qui s'ennuie et qui va résoudre le problème de l'ennui en soignant des gens. Au fond, ce que dirait Mill, ce que diraient les utilitaristes de manière générale, c'est que peu importe ses intentions, cet homme fait le bien autour de lui, même si il est foncièrement égoïste, foncièrement intéressé, il fait le bien autour de lui et c'est ça qui compte. Oui. Du coup, l'aspect moral, il est complètement oublié dans l'utilitarisme. Ah bah non, justement, l'aspect moral, il n'est pas oublié, mais il réside strictement non pas dans l'intention, mais dans les conséquences. Autrement dit, peu importe la raison pour laquelle vous allez sauver la vie de quelqu'un, si c'est pour obtenir quelque chose de lui, etc., l'important c'est que vous l'ayez sauvé. Okay. Au fond, un acte est moral, et c'est là, en fait, le deuxième volet de cette argumentation. Un acte est moral lorsqu'il permet de contribuer, et c'est une formule que vous pouvez mettre entre guillemets parce que c'est une citation, à la plus grande somme de bonheur possible. Alors chez Bentham par exemple,
la plus grande somme de bonheur possible concerne également tous les êtres sensibles, tous les êtres capables de sensations sont concernés par l'action morale. Chez Mill, il y a quand même une distinction faite entre l'humanité et le reste du règne animal. Donc chez Mill, ça serait plutôt la formule contribuer à la plus grande somme de bonheur possible de l'humanité. Même si Mill condamne effectivement toute forme de souffrance inutile, y compris celles qui sont infligées aux animaux. Et qu'est-ce que c'est que le bonheur? Si je dois en donner une définition simple pour à la fois Bentham et pour Mill, le bonheur c'est la minimisation de la souffrance et la maximisation du bien-être. Donc c'est une double loi du minimum-maximum. Minimisation de la souffrance, asymptotique, il faut tendre vers le minimum de souffrance, et maximisation du bien-être. C'est là que les choses se compliquent un petit peu. Est-ce que quelqu'un aurait une feuille pour... Alors, c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Pourquoi? Parce que, comme nous venons de le voir, il y a une différence à faire entre la quantité du plaisir et la qualité du plaisir. La quantité du bien-être et la qualité du bien-être. Pour calculer la plus grande somme de bonheur, il faut être capable de quantifier le bonheur. Pour calculer la plus grande somme de bonheur, il faut être capable de quantifier le bonheur. Et donc, de convertir, de comparer la qualité du plaisir à une quantité de plaisir. Donc, l'équation est la suivante. À combien de calories évalue-t-on une symphonie de Beethoven ou un tableau de Botticelli? Autrement dit, si il faut œuvrer pour la plus grande somme de bonheur possible, qui dit somme dit quantification du bonheur, et donc il faut se doter d'un étalon, d'un outil de comparaison permettant de comparer le plaisir que l'on ressent, la qualité du plaisir que l'on ressent face à certaines œuvres d'art, dans certaines activités artistiques ou intellectuelles, et la quantité de plaisir que l'on éprouve en mangeant, en dormant, en ayant toutes sortes de plaisirs d'ordre charnel, d'ordre corporel. Premièrement, Antoine, bonne question, est-ce qu'on peut quantifier une qualité? Et surtout, qui le peut? Certainement pas le porc, certainement pas l'imbécile, comme on vient de le voir. Vous aviez encore une question, Roméo? Oui, mais... Ça vous ennuie si je la prends encore un tout petit peu plus tard? Parce que je voudrais finir mon raisonnement. Et la réponse de Mill, justement, ça va consister à dire seul l'être dont les facultés sont supérieures et qui donc connaît, comme il l'a dit avant, connaît les deux côtés de la question, seul l'être qui connaît les deux côtés de la question peut répondre à cette question. Seul l'être qui sait ce que ça fait que de manger un cheeseburger et
effectivement, de prendre du plaisir en écoutant la neuvième de Beethoven, pour prendre un exemple vraiment basique, ou je ne sais pas moi, jouir des reflets vinyles des œuvres de Pierre Soulages, plaisir de gourmet. Eh bien, seul cet être est capable en fait d'établir la comparaison et donc d'évaluer, en fait, servir d'arbitre pour évaluer des bien-être qui ne sont pas de même ordre, qui ne sont pas de même nature. Roméo. Oui, du coup, mais comment on sait quand on fait la différence entre la qualité et la quantité de quelque D'un chose? plaisir, oui. Comment on sait si on doit mettre de la quantité ou de la qualité dessus, par exemple? Parce que vous avez dit dormir, c'est la quantité, mais Bah, ça serait effectivement un plaisir quantifiable, effectivement. Est-ce que j'ai suffisamment dormi? oui, est-ce que j'ai bien dormi? C'est la qualité. Oui, alors effectivement, simplement par plaisir de qualité, euh, est-ce que j'ai bien dormi ici? Est-ce que ça veut pas dire est-ce que j'ai suffisamment dormi? Pas forcément en temps. Ici, la quantité, ça serait est-ce que je suis suffisamment reposé? Et là, le repos, il peut être quantifié, effectivement. Plus ou moins. Plus ou moins. Ok. En revanche, est-ce que je ressens plus de plaisir ou moins de plaisir face à, je ne sais pas moi, à un film de Paul Thomas Anderson ou à un tableau de Botticelli? C'est pas le même plaisir, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que ce sont des plaisirs qualitatifs, mais il est très difficile en fait de les quantifier. Et pourtant, en fait, si je devais faire le choix entre un monde sans Botticelli et un monde sans Paul Thomas Anderson, il faudrait que je sois capable justement de le quantifier, de la quantifier cette qualité. Et c'est ça le problème. Est-ce que c'est possible? C'était la question d'Antoine. Est-ce que ça a même du sens que de se le demander? Et la réponse de Mill, c'est que seul un être qui est capable d'apprécier les deux pourrait faire ce genre de détermination. Pourrait dire, bah voilà, il faudrait peut-être mieux Botticelli que Paul Thomas Anderson. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il vaudrait mieux une unité d'un bonheur qualitatif ou 1000 unités Bah, c'est ça la d'un question. petit Et bonheur? alors, c'est ça la question. Est-ce qu'il vaudrait mieux une unité, si c'est possible de parler comme ça, une unité de plaisir extrêmement qualitatif, hein, un baril de Botticelli ou 1000 barils de steak frites? Est-ce qu'il vaut mieux beaucoup de plaisir quantifiable ou est-ce qu'il vaut mieux un plaisir d'élite pour l'élite? Ok. Eh bien, c'est là que, par exemple, Bentham et Mill ne vont absolument pas être d'accord. Mill va dire que les hommes étant faits comme ils sont, c'est-à-dire plutôt constitués d'imbéciles que de Socrates, il vaut mieux en fait considérer charitablement la quantité d'un plaisir immédiatement matériel et sensuel la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il faut que l'individu d'exception soit capable de sacrifier une bonne partie du plaisir, du bonheur auquel il peut prétendre. Bentham va dire le contraire, va penser le contraire. C'est-à-dire que, effectivement, Bentham. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que pourtant Bentham est pas loin du végétarianisme de ce point de vue-là. Bentham va considérer qu'il y a des individus qu'on fait souffrir inutilement et qu'on pourrait parfaitement, par exemple, se contenter d'une alimentation végétarienne. Je ne sais pas s'il était lui-même, j'ignore s'il était lui-même végétarien, mais imaginons qu'il soit conséquent avec lui-même, ce qui est rare pour les philosophes. Il aurait été végétarien, et peut-être l'a-t-il été, je vous avoue ne pas savoir. Euh, En revanche, l'idée qu'on puisse sacrifier, typiquement, il y a des pages de Bentham qui sont absolument saisissantes là-dessus, qu'on puisse sacrifier le bien-être d'individus oisifs, typiquement les clochards, pour le bien commun de la société. Il y a des pages de Bentham où Bentham dit
Alors, les clodos, en fait, on les ramasse le matin dans la rue, on les force à travailler dans des usines, prisons, et au moins ils auront contribué au bien-être global de la société. Argument utilitariste qui consiste à dire que les êtres oisifs, qui pourraient, et c'est pour ça qu'il épargne davantage, il a plus de compassion pour les animaux que pour les êtres humains, qui pourraient contribuer par leur travail volontaire, et qui ne le font pas, au bien commun de la société, en fait, doivent être plus sévèrement traités que des animaux qui n'ont rien demandé à personne, qui ne contribueraient pas au bonheur, au bien-être commun, et en fait, on ne leur demande pas leur avis, alors qu'ils ne peuvent pas le faire volontairement par leur travail. On les exploite pour leur viande ou pour leur force de travail. Ça, c'est effectivement quelque chose d'étonnant. Il y a des utilitaristes de droite, voire turbo-conservateurs, si vous voulez, et des utilitaristes progressistes comme Mill. Et ça doit nous interroger. C'est-à-dire que le même type d'argument, hein, il faut œuvrer, est morale l'action qui œuvre à la plus grande somme de bonheur possible, conduit à des politiques radicalement différentes, voire antagonistes sur le plan politique, hein, sur le plan d'un positionnement gauche-droite, parce que, en fait, il n'y a pas d'accord possible. Alors, petite expérience de pensée. Non, je vais vous libérer. La prochaine fois, on fait cette petite expérience de pensée. Mais si ça vous intéresse, pour le week-end, j'avais mis en ligne une vidéo où je m'étais arrêté là. C'est-à-dire, j'avais proposé 3 mondes possibles. Un monde où on serait capable de quantifier, de mettre des points sur le bonheur. 3 mondes possibles, lequel est le plus moral? Et mon hypothèse, c'est que c'était très difficile de trancher en fonction de ce que dit Mill, parce que n'offre pas des critères suffisants pour pouvoir trancher. Vu Ouais. que l'homme, c'est un